Bonjour et bienvenue dans notre toute nouvelle émission. Nous sommes actuellement avec Mister Habibu. Vous avez beaucoup de choses à se dire. Et si vous êtes présent actuellement, c'est parfait pour nous. Je pense qu'on peut déjà lancer le générique. Oui, générique. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Habib Sal. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, je vais vous débarrasser de ma longue introduction parce qu'on a un invité de marque. Qui est venu en retard. Un invité spécial qui est venu très en retard. Donc, et qui a des cheveux qui ressemblent à rien. Mais c'est pas grave. Donc, Speedy, bienvenue sur le Cercle d'Influence Podcast. Merci, c'est très gentil. 2 secondes. On n'est pas sorti de l'auberge avec quoi. Arrête. Allez, c'est bon, on est prêt. Bonjour. Ok. Maintenant, pour les gens qui les écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une présentation descriptive de Speedy, ton enfance? On va directement à l'enfance. Aujourd'hui, je vais te découvrir. Trivial, dis donc. Je vais te découvrir. Donc, tu dis déjà ce que tu fais et après, on va retracer l'histoire. D'accord. Speedy, créateur de contenu ou ex-créateur de contenu ici au Sénégal. Ah bon, ex? Écoute, je suis plus trop dans ce milieu-là aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être en discuter. Ça dépendra de toi, voilà. Donc, ex-créateur de contenu. On va dire que j'ai fait des vidéos sur TikTok. J'ai fait partie des premiers à avoir lancé, on va dire, l'application. Ça faisait 3 ans exactement que je faisais des vidéos. Et on va dire que j'avais attaqué le marché sénégalais dès qu'il y a eu la période Covid. C'est là où on va dire que majoritairement, en fait, toutes les personnes commençaient à arriver parce qu'il y a eu la grosse promotion de l'application mobile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une transition entre la France et le Sénégal automatiquement. C'est à partir de là que les gens ont su en fait qu'il y avait un autre petit gamin qui faisait des vidéos ici au Sénégal et qui appartenait un tout petit peu à la tranche, quoi. C'était un tout petit peu ça. Après présentation, la plus grosse présentation, c'est plutôt à part créateur de contenu, la vraie réalité, c'est marketeur. Voilà. Ok, marketeur. J'ai vu que tu as mis sur ton profil de recherche et développement. Oui, R&D aussi. Qu'est-ce que tu entends par R&D? Ouais, on va dire un peu compliqué. Avant d'arriver à la R&D, parce que je savais pas que je faisais de la R&D de base. Ok. J'étais plutôt dans les communications. Bon, j'étais animateur radio. Après animateur radio, j'ai fait communication. Après communication, j'ai été marketeur. Donc c'était les gens qui disaient en fait que je me perdais un tout petit peu dans ce que je faisais exactement. Donc c'est en rencontrant des personnes qu'on a défini le profil exact que j'avais. Donc en gros, on avait dit définitivement que j'avais un profil R&D dans tout ce qui était marketing, communication et tout ça. Poubelle. Et c'était plutôt R&D. Mais ça veut dire quoi le profil R&D? Bon, on va dire que c'est des personnes qui trouvent des projets un peu futuristes, qui arrivent à trouver des trucs dans les applications mobiles, qui détectent les algorithmes. Ça veut dire un truc qu'on peut crier tout de suite là, c'est quelqu'un qui va faire toute la recherche et le développement pour que ce projet aboutisse à quelque chose plus tard. Ça veut dire vraiment la valeur ajoutée supplémentaire pour aboutir à un truc spécifique. C'est-à-dire moi, en gros, si on doit parler d'un logiciel, moi je vais te trouver un logiciel qui n'existe pas et qui va peut-être exister dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, on sait jamais. Mais le profil R&D, je pense que c'est plus quelqu'un qui peut rentrer dans tout ce qui est Google, tu vois, Facebook, Silicon Valley, c'est un peu ces profils-là. Et après aussi, ce que j'ai remarqué avec ton Instagram ou ton TikTok, c'est que tu es unique en fait dans ce que tu fais. Donc je pense que on peut dire que c'est du R&D parce que tu es toujours dans le labo en fait, en train de cuisiner un nouveau truc, une nouvelle formule, un nouveau modèle. Je sens que tu es unique dans ce que tu fais, tu as ta propre niche. Comment tu as développé ça? Et depuis quand tu as décidé de te mettre devant la caméra? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire je veux me mettre devant la caméra et je vais faire rire aux autres? Ça c'est une très 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 belle histoire. On va dire que c'est plus une revanche. Une revanche par rapport à la vie, par rapport aux entreprises en fait qui existaient ici au Sénégal, parce qu'à l'époque quand j'avais on va dire mes 18 ans, donc 18 ans t'as ton bac, après tu dois avoir ta licence de master, etc. Donc quand je suis rentré en période de licence, dès ma première année j'avais fait une rencontre parce qu'en fait à l'époque je voulais me spécialiser en informatique. Ok.
Tu vois, tu passes d'informatique à marketeur, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Tes parents doivent être fiers. Ça, j'en sais rien, c'était un peu compliqué. Je sais pas s'ils sont contents, mais ça, on le verra plus tard. On va dire que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait aimer la communication parce qu'elle avait compris, en fait, que j'étais plus spécialisé dans le domaine de la psychologie et que je faisais des analyses comportementales sans le faire exprès. Donc la personne avait accentué entre guillemets le don pour que j'apprenne un peu mieux en fait ce métier-là, etc. Bon, après ça, j'ai fait de la communication, mais je me suis très mal entendu avec cette personne parce que cette personne était manipulatrice. Voilà, donc on t'apprend la vie dès le départ. Et comment t'as su qu'elle était manipulatrice? Parce que j'avais découvert que l'école en question était une arnaque. C'est-à-dire là où l'école que j'avais fréquentée, finalement le diplôme n'était pas reconnu, je l'avais découvert. Et on devait, entre guillemets, faire couler l'entreprise parce que, écoute, désolé, on paie notre argent. Et finalement, il y a eu un petit problème, c'est que elle s'est rangée de l'autre côté et je me suis retrouvé tout seul. Wow, dommage. Et finalement, l'école a fermé. Voilà, finalement j'avais raison. Ah ouais, le karma existe. Hein. Oui, le karma existe réellement. Mais bon, j'ai appris très vite ce qui se passait dans le milieu et après ça j'ai été animateur radio, tout ce qui était stage et tout ça. Moi je suis quelqu'un de très free, donc on me disait oui, il faut que tu fasses des stages, il faut que tu trouves une solution. Comme tu es en école et qu'il faut que tu fasses ta licence, forcément il te faut quelque chose. Moi je leur ai dit trouvez-moi un stage, y a pas de problème et on verra ce qu'on devrait faire. Donc ils ont sélectionné animateur radio, tu vas faire ça vite fait, on verra ce que ça donne. Finalement j'ai été animateur radio pendant 3 ans. Donc 3 ans animateur radio, donc j'ai kiffé ce métier parce que c'était en fait c'est tombé de rien quoi. Ça veut dire on t'a dit écoute tu vas faire ça parce qu'on a l'impression que c'est plus ça que tu fais parce que tu parles bien. Donc on va te catégoriser là-bas pour voir ce que ça donne et finalement j'ai été animateur pendant 3 ans et c'est à partir de là que j'ai vu la vraie vie. Par contre, manipulation sur manipulation, les personnes qui voulaient pas te rémunérer parce que soi-disant tu étais trop jeune ou que tu étais en train d'apprendre. Donc forcément t'étais en mode toi t'as envie de te faire connaître. Okay. Donc donc tu te tais et tu fais ce qu'on dit, mais j'ai plus appris au moment où il y avait une radio qui m'avait dit finalement c'est pas nous qui avons besoin de toi, c'est toi qui as besoin de nous. Ah bon. Comment t'as péri ça? Comment j'ai quoi? Comment t'as péri cette déclaration? Mais tu sais quand t'es jeune, t'es en mode écoute, t'as pas vraiment le choix, tu laisses faire les choses et tu avances quoi. De toute façon t'as besoin de notoriété et tu vois ce que ça donne. Et après tu kiffes ton métier, donc forcément tu penses pas à l'argent, mais à un moment donné quand tu commences à serrer la ceinture, c'est là que tu comprends que mon gars, faut remplir le portefeuille un tout petit peu, au moins pour les déplacements. Et on va dire que majoritairement, les radios ici au Sénégal m'ont beaucoup manipulé en fait. Beaucoup manipulé, alors qu'ils voyaient en toi le petit gars qui avait un petit potentiel qui pouvait améliorer certaines choses. Je vois cette histoire souvent et ça me désole. Ça me désole vraiment de voir l'histoire répétée encore et encore. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas ambitieux en fait. Et après, le salaire, ça a une valeur alimentaire. Si vous ne payez pas, comment on va vivre? Maintenant, après la radio, le plus dur est arrivé en fait, c'est quand j'ai arrêté ma carrière d'animateur radio parce qu'on va dire entre ces périodes de 3 ans, j'étais en train de rechercher des agences de communication marketing, au moins pour avoir, on va dire, soit une expérience ou un salaire fixe. Majoritairement, je crois que j'ai envoyé plus de 300 CV, parce que si tu regardes mon Gmail, mon Gmail, je pense qu'il est catastrophique et réponse négative ou les entretiens hyper négatifs aussi. Des personnes qui croyaient pas en toi, qui voyaient un mec complètement fou, qui voulaient pas faire, qui voulaient pas. En fait, tu sais, moi, on me catégorise pas, on me met pas dans une case. Ça veut dire. C'est difficile à catégoriser. Ouais, moi j'aime pas ça en fait. Je supporte pas ça parce que je connais mon potentiel et je sais ce que je peux faire pour les gens. Ça veut dire, gars, je peux te demander un salaire de 300 000 balles, hein, genre 200 000 ou 300 000, mais fais-moi confiance. Ça veut dire, en gros, je t'écris plein de projets.
Je te les remets. C'est à toi de les mettre en place. Je sais que tu vas faire de l'argent avec ça. Je te demande rien d'autre, en fait. Ça veut dire, je prends pas de pourcentage, je vais pas t'arnaquer, je suis pas dans ces délires-là. En fait, tu es plus intéressé par le processus d'innovation. Ouais, le fait de mettre en place quelque chose. À la R&D. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de la R&D, en fait. Je recherche des solutions pour les entreprises, leur donner ces solutions-là pour qu'ils puissent créer ces projets-là plus tard. Mais lui, c'est complètement un gars qui est complètement fou. Il connaît pas grand-chose de la vie, donc vaut mieux qu'on le laisse de côté parce qu'il a trop d'imagination et ça va jamais se réaliser. Donc c'est à partir de là que j'ai compris que j'allais me retrouver tout seul et que je devais me démerder, en fait. Donc plutôt disons que ma revanche c'était à partir de là parce que je suis rentré dans une phase de dépression. Ah ouais. Et écoute, tout le monde te ferme les portes, personne ne croit en toi, forcément t'es en mode qu'est-ce qui se passe quoi dans ta vie, pourquoi les gens ils ne veulent pas de toi. Donc, comment t'as géré cette phase de dépression? Écoute, il y avait plein d'histoires qui sont arrivées, donc c'était pas seulement les entreprises, il y avait une relation privée, cette relation privée s'est mal passée, donc c'était plein d'accumulations en même temps, des périodes familiaux beaucoup plus compliquées. Et on va dire que j'ai laissé faire le temps parce que tu sais, la dépression, les gens ils sont en mode oui, on va aller voir des psys, patati patata. Moi j'étais en mode bah non, je préfère le vivre tout seul. Et t'as vécu ça tout seul? Ah oui, moi je l'ai vécu tout seul. Hein. Sans l'aide de personne. Écoute, tu discutes avec des gens, tu sais, en réalité la psychologie est un peu plus compliquée. Parce Comment que moi-même, je faisais face à ça. Je faisais face à ça. Carrément, je faisais face à ça. Je m'écoutais. S'il fallait que je pleure, bah je pleurais. Si je devais rentrer dans ma chambre, être dans le noir, je restais dans ma chambre, je restais dans le noir, jusqu'au moment où il y aurait un déclic. Et on va dire que ça a duré à peu près. Je pense que ma dépression c'était aussi 3 ans, approximativement, soit 1 an, soit 3 ans. Je me rappelle plus trop. J'ai plus calculé parce que c'est une histoire du passé, donc je fais plus trop attention à ça. Parce que en fait, la raison pour laquelle je te pose des questions sur la dépression, parce que je suis convaincu que les personnes fortes souffrent en silence. Et c'est pas parce qu'elles souffrent pas, mais elles souffrent en silence. Elles se reconstruisent. Elles retrouvent en fait leur chemin, tout seul. Après, elles rebondissent sans que personne ne sache. Et les gens te voient là, tu es toujours souriant, tu es toujours content, tu es toujours joyeux. Ils se disent, ah, lui, ne t'inquiète pas pour lui. Il sait gérer, quoi. Alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'on se déprime pas, c'est juste qu'on a appris à gérer, en fait, nos moments les plus bas sans que personne ne sache. Mais je pense que aussi, parfois, des personnes comme nous, parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très solide. C'est vrai. Bon. Dans l'apparence, mais aussi j'ai mes moments en bas, quoi. Même si que même les gens, mes parents, mes amis qui m'entourent peuvent ne pas savoir. Mais je pense que c'est très important pour des gens comme nous de pouvoir montrer un petit peu notre vulnérabilité. Parce que ça m'est arrivé dans des relations amoureuses que mon partenaire me dit que ton problème c'est que tu es trop fort et c'est ça aussi ta faiblesse. Maintenant, toi, tu m'as dit que tu as géré ça tout seul. Mais si tu devais vivre la même expérience, est-ce que tu aurais changé la méthode que tu as géré la situation ou tu aurais fait pareil? Non, j'aurais toujours préféré faire pareil en fait. Je crois qu'on combat le mal par le mal, comme on dit souvent, et j'ai toujours préféré le faire à ma manière. Je suis pas très quelqu'un qui va aller discuter avec les gens. Bon, j'ai des amis, je peux discuter avec eux directement, mais par contre, aller directement voir un psy, discuter, parce que quand tu apprends à faire de la psychologie, tu sais comment ça se passe exactement. Donc, je suis pas quelqu'un qui va venir t'exposer le bail pour que tu me répètes les mêmes questions pour savoir c'est quoi le problème, parce que je connais réellement le problème. Mais c'est pas ça la vraie thérapie, hein. C'est autre chose. En fait, c'est ça. Je pense que ça dépend des gens, tu vois. Je pense que la thérapie, ça t'aide en fait à trouver de nouvelles perspectives. Par exemple, si tu vois un enfant qui a grandi en voyant son père ivre, il a 2 choix. Il peut grandir en disant que mon père était ivre, donc moi aussi je vais devenir alcoolique. Soit il peut dire je veux plus être comme mon père. Genre, ça dépend des perspectives. Et il y a une citation qui dit que the worst thing that happens to you is the worst thing that happened to you. La pire chose qui t'est arrivée, c'est la pire chose qui t'est arrivée. Pour dire qu'en fait, c'est pas forcément la fin, ça doit être une leçon. Maintenant, apparemment, toi, tu es cet aspect d'ouverture, de parler avec les autres sur tes problèmes. C'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, moi, j'ai pas vraiment de problème pour dire. Tu sais, j'ai des amis de confiance, c'est des personnes qui me feront jamais des coups. Okay. Donc forcément quand je discute avec ces personnes-là, je suis vraiment tranquille. En fait, je suis tranquille et je suis pas tranquille à la fois. Tu es tranquille parce que tu exposes ton problème, on te conseille.
Mais 5 minutes plus tard, tu retournes dans ton bad mood comme d'habitude, tu vois. Après, comme je dis, tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent se gérer, mais par contre, quand le dossier va beaucoup plus loin, ça veut dire mutilation, drogue, voilà, quand tu vois... là, on parle d'un autre niveau. Voilà, là, c'est un autre niveau. Là, je peux comprendre que là, il faut prendre les choses en main. Tu vois, quand c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans la dépression et qui ne franchit pas la ligne, parce que tu sais, la dépression, au moment où tu arrives à cette pensée de tentative de suicide, mais que tu n'essayes pas de franchir cette étape-là, encore ça va, tu vois. Moi, je suis arrivé à l'étape où c'était pensée suicidaire, en fait. C'était carrément suicide. Ouais, carrément. J'ai eu des pensées suicidaires, je suis fatigué. En fait, tu restes dans le noir, t'es carrément vide. Ça veut dire, tu te réveilles le matin, tu es pas en forme, tu es déjà fatigué, tu te lèves, bah, tu n'as pas envie de te lever, tu préfères rester au coucher. Et tu vis la même situation un peu tous les jours. Et ça a duré 3 ans. Approximativement 3 ans. Parce comment t'es sorti de ce gouffre, en fait? Je te promets, je sais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire, je me suis tellement mis au fond. En fait, tu sais, moi, j'ai préféré me laisser tomber. Ça veut dire, je veux pas essayer de me relever. Laisse-toi vraiment au fond du diable, voir ce qui se passe réellement. Plus difficile à décapter. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, moi, je suis resté dans mon lit pendant mes 3 ans. Je foutais rien. Ça veut dire, le matin, peut-être que je pouvais me réveiller, aller prendre un café parce que j'avais que ça à faire de ma journée. Je sortais pas beaucoup. Du jour au lendemain, je me suis réveillé. Plus rien. Tu vois, en fait, c'est ça. Je me suis réveillé. Gars, c'est fini. T'as fini ta période de dépression. Tout va bien, en fait. Mais pour les gens qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent et qui traversent la même traversée infernale, disons ça, est-ce que tu as des conseils ou des outils qui peuvent les aider à sortir de la dépression? Je suis pas le meilleur conseiller dans ces périodes. Okay. Faut en discuter. Il faut en discuter sérieusement avec des amis parce que je sais que majoritairement les personnes ne parlent pas de leur vie privée aux autres. Ils ont peur en fait qu'il y ait du jugement. Sachant qu'on vit dans un pays assez compliqué aussi parce que dès que tu parles d'un problème, forcément la personne va aller répéter ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plein d'histoires qui ne sont pas racontées ici au Sénégal ici en même temps. Donc plein de gens vivent les mêmes situations, mais ils pensent que les autres ne le vivent pas aussi. Alors que majoritairement, les histoires qu'on entend, on va dire que c'est presque tous pareil. Vous n'êtes pas unique, hein. Ah non, croyez-moi, déjà, la vie. Quand on parle de viol, de pédophilie, il y a plein de choses, mon gars. Croyez-moi, il y a beaucoup de monde qui vit ça, en fait. Je dis tout le temps que les excuses sont valides, hein. C'est juste que ça vous sert pas. Vous pouvez passer toute la journée à vous blâmer, à vous critiquer, à vouloir se suicider, mais ça va pas régler le vrai problème. Après, quand tu rentres quand tu es dans la religion aussi, c'est cette phase, en fait, quand tu es en train de penser à la tentative, en fait, tu as des pensées suicidaires. Il y a la religion qui te rattrape un tout petit peu, en fait. C'est ça, avoir la foi aussi. Tu vois, c'est avoir confiance dans l'avenir. C'est exactement ça, ça te rattrape, t'es en mode, mon gars, vraiment, l'enfer, c'est pas le moment, le feu, c'est chaud, tu vois. Tu te brûles un tout petit peu, t'as mal, donc l'enfer, c'est pas jovial, mon cœur. Donc, non, en fait, si tu arrives à prendre du recul, mais il y a des gens qui n'y arrivent plus et qui plongent encore plus, c'est là qu'on fait appel vraiment à des spécialistes pour qu'ils puissent en discuter. Par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu confiance aux médicaments. Tu vois, ces médicaments thérapeutiques. Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu confiance parce que j'ai l'impression que ça te fout plus encore dans le mal que d'habitude. Et tu sais, quand t'entends les paroles de certaines musiques, parce que je suis hyper fan, on va dire, de jams aussi en même temps. Quand tu suis ces paroles, tu comprends ce que c'est réellement la vie, en fait. Et quand ça parle de dépression, donc finalement, il faut que tu prends des antidépresseurs, alors que ça coûte de l'argent, tu rentres dans l'hôpital, donc plus d'argent, c'est le but des hôpitaux ici. Voilà, c'est le même cercle vicieux, donc on te fout plein de cachets, toi t'es comme une salade, tu ressembles à rien du tout. Et finalement, tu n'en sors pas, en fait. Ça empire la situation. Et c'est pour ça que je dis... Majoritairement, en fait, il y a que les personnes qui peuvent se soigner soi-même. C'est combat le mal par le mal et tu verras. Mais après, quand tu sais, quand ça parle de drogue, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, en fait, tout dépend de la situation. Il y a des gens qui vivent des choses, d'autres qui les vivent d'une intensité beaucoup plus puissante. Et c'est là que tu te dis, en fait, on peut pas comparer. Il y a des choses qui sont pas comparables. Dès que tu franchis un cap, il y a des choses à faire, il y a un suivi à faire. Et il y a vraiment, on caresse dans le sens du poil jusqu'au bout, tu vois. Mais après, tout est une question de foi, pas de foi de religion,
foi en soi-même en fait. C'est-à-dire il faut croire en soi et se laisser aller, tu vois. Mais pas en mode oui bah écoute je vais me piquer parce que je vais me sentir mieux et à un moment donné la personne continue à s'injecter. Mais quand elle vit d'autres situations, finalement c'est là qu'elle réfléchit, elle se dit bon finalement on arrête tout parce qu'elle traverse une situation beaucoup plus différente et c'est là qu'elle veut passer le cap. Mais écoute, c'est comme comment il s'appelle, il y a une série, bah c'est comme la série Euphoria là, bah écoute, c'est presque le même système, hein, c'est quelqu'un qui se drogue, à un moment donné elle se réveille et elle passe à autre chose. Ouais, en fait, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, bon, j'essaie de ne pas confondre la dépression et l'anxiété. Parce que l'anxiété, pour moi, c'est plutôt quand on s'inquiète par rapport à l'avenir. Quand on est incertain, on ne sait pas si on va réussir ou pas. L'avenir semble lointain, on est pessimiste. Et moi, ça m'arrive. Parce que moi, je dirais que je suis de nature à être anxieux. Parce que je ne me soucie pas du passé. Mais je suis tout le temps en train de planifier mon avenir, en train de penser sur mon avenir. Et parfois, ça crée un pincement au cœur, au vide. Tu es là au moment présent. Tu es tellement inquiet que tu sens ton cœur battre à des rythmes de ouf. Tu sens les vides. Finalement, partie anonyme, alcoolique anonyme, bonsoir. Tu sens on est en mode dépression aujourd'hui, désolé. On partage. ASMR dépressif, on va pleurer hommes, on partage, on est open. C'est pour vous aider. Bah, écoute, les hommes ils pleurent. Hein, c'est ça ce que j'essaie de dire. Bah, c'est que on est tous des êtres émotionnels, quoi. Personne n'est parfait. On n'est pas fait avec du fer, quoi, avec du métal. Maintenant, est-ce que toi, la dépression, est-ce que tu as senti ce même pincement au cœur? Genre, je peux pas comprendre comment tu peux vivre pendant 3 ans avec cette colère, avec cette anxiété, avec ce pincement au cœur. Je pense pas que c'est bon pour ta santé, quoi. Comment tu as géré ça pendant 3 ans? Parce que moi, si je passe une journée anxieuse, je le sens dans mon cœur, quoi. Je sens qu'aujourd'hui, je sens la douleur. Je sais pas comment l'expliquer. Mais toi, comment tu as pu sentir ça pendant 3 ans et gérer ça tout seul? Bravo, mon gars. Non, c'est pas une question. En fait, c'est pour ça que je dis chacun a son temps, chacun a ses épreuves à surmonter. Comme on dit, le bon Dieu, il a écrit ses épreuves à tout le monde pour une raison précise. C'est-à-dire, après une épreuve, il y a toujours quelque chose qui va. En fait, c'est pas fait pour rien. Okay, donc, quand tu rentres dans un gros délire, forcément, il y a une solution qui se trouve. En fait, c'est juste pour t'ouvrir les yeux. C'est pas, en fait, un mal vraiment négatif. Moi, j'avais fait une conversion il y a pas très longtemps. C'est islam quoi. Okay. Les gens tu vois. Donc en gros ce qui s'est passé réellement c'est quand tu lis certains paragraphes du Coran qui te dit t'es en mode en fait les gars la vie elle est en mode en fait il veut pas te faire du mal, c'est juste qu'il a préféré te garder de côté juste pour ne pas que tu fasses quelque chose de pire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça il y a un verset qui dit que Dieu ne met pas ne met pas sur le dos de quelqu'un ce qu'il peut pas supporter. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire, moi, je suis rentré dans ma phase dépressive. J'ai exactement compris, en fait, ce qui s'est passé réellement. Ça veut dire, si j'avais continué à rester dans ce délire-là, si j'étais pas tombé en dépression, je sais qu'elle allait être une grosse catastrophe parce que c'était vengeance sur vengeance, vengeance sur vengeance. Et ça allait s'empirer, en fait. Et, moi, je dis tant mieux parce que ça a créé un personnage. C'est là où je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Après, en fait, pendant la phase de dépression, je suis rentré en fait dans les réseaux sociaux et c'est à partir de là que j'ai créé quelqu'un de complètement loufoque, décalé, qui est super heureux, qui va faire rire tout le monde. Et j'ai partagé beaucoup d'expériences avec, on va dire, les Français, parce que à l'époque, ça n'existait carrément pas au Sénégal. Donc, il y a 3 ans de cela, j'avais une communauté 100% française. Et je communiquais beaucoup sur la partie dépression, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je discutais beaucoup avec des personnes qui étaient eux aussi en... Enfin, j'ai l'impression que majoritairement, tout le monde est en dépression. Ah, c'est sûr. Et ils ont besoin, en fait, d'entendre certaines paroles. Et quand tu leur donnes ces paroles-là, ça les réveille un tout petit peu parce qu'ils se disent que finalement, même ceux qui sont entre guillemets populaires, ont des problèmes en fait. C'est pas juste des personnes qui ont de l'argent, qui restent là à faire ce qu'ils veulent, qui se montrent. Alors que pas du tout en fait. On vit tous les mêmes situations. Donc moi je dis c'est peut-être une partage d'expérience parce que je suis quelqu'un qui est très 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 émotionnel en fait et j'aime pas trop
garder tout pour moi. Je préfère aider les gens. C'est le plus important parce que, bon, ça fait des points supplémentaires, tu vois. Le petit paradis, il a aidé telle personne, pourquoi pas? Tu vois. C'est vrai que quand on aide, on le fait d'une manière aussi égoïste parce que ça nous fait sentir du bien, quoi. Mais après aussi, je pense que ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il existe une certaine solitude existentielle qui va avec la vie, quoi. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Bonjour. Je pense que les gens, parfois, quand ils se retrouvent seuls, ils ont peur, quoi. Ils ont peur de s'asseoir avec leurs idées, avec leurs pensées, de revivre le passé, de penser parfois à l'avenir. Mais je pense que tu peux interviewer toutes les personnes de réussite. Ils te diront qu'à un certain moment dans leur vie, ils ont décidé de se mettre seuls, de mettre en place un plan, de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. La solitude ne doit pas être forcément une voie qui mène vers la dépression. Il doit être un moment de remplissage, un moment de retrouvailles avec soi, un moment de rétro-inspection, c'est très important. Donc, je pense que les gens doivent apprendre à être seuls avec leurs idées, quoi. Après, la solitude, c'est autre chose. Moi, je suis pas un gros solitaire. Ça, c'est la partie la plus, tu sais, moi, j'ai toujours dit, en fait, que ça, c'est ma communauté, elle le sait, en fait. J'ai beaucoup discuté avec ma communauté, sur Instagram. Je leur ai fait comprendre que moi, je connais déjà mon destin parce que je l'ai senti. Et c'est comme si, tu sais, depuis que je suis rentré dans toute la religion et tout ça, j'ai l'impression de connaître de plus en plus l'avenir que je vais avoir. C'est comme si on me lançait des messages, qu'on me disait, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que tu vas devenir. Moi, j'ai toujours dit, je sais que je vais devenir quelqu'un plus tard. Bon, il y a une grosse partie qui est arrivée, mais je sais que plus tard, ça va s'accentuer, en fait. Avec 1 million d'abonnés sur TikTok. En fait, ça sera même plus en rapport avec ça. Je sais que ça soit le côté salarial, que ça soit côté projet, que ça soit, moi, je connais déjà tout ça. Je sais ce qui va m'arriver. J'ai pas peur pour ce qui va m'arriver. Ça veut dire que même si demain je me retrouve dans la rue, je sais que après ça, il y aura quelque chose. Tout ça, je suis au courant. Mais, je sais qu'il y a un truc qui va m'arriver, c'est que je vais rester tout seul dans ma vie. Ça, je l'ai toujours dit. Parce que j'ai des principes. Et ces principes, la majorité des personnes ne l'accepteront pas parce qu'ils n'ont pas la même vision que moi. C'est-à-dire, en gros, déjà, j'ai un gros problème, c'est que les personnes, ils font des enfants pour faire des enfants. Tu vois? Et moi, ça m'insupporte. C'est-à-dire, en fait, tu sais, dans la société, on te pousse à vouloir, en fait, à devoir non seulement te marier, ça c'est la première chose, et à faire des gosses. Sinon, on te catégorise, on te donne trop de problématiques. Alors que moi, j'ai une vision beaucoup trop différente. C'est, les gars, la planète, ça va pas trop en ce moment, c'est la catastrophe, il y a des guerres partout, il y a des volcans qui sont en train d'exploser, des séismes, etc., etc. Mais tu penses pas que tu choisis le scénario catastrophique alors que tu peux choisir le scénario idéaliste? Moi, déjà, je sais que je serai jamais un bon père. Ça c'est sûr et certain. J'ai jamais, c'est pas en fait. Pourtant, moi, je te trouve cool, hein. Oui, ça c'est clair et certain. Par contre, moi, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Ça veut dire, dès que tu élèves la voix, ça veut dire que tu cries ou que tu pleures. Ça me fait des crises d'angoisse automatiquement, en fait, tu vois. Donc, je suis en mode, ça, c'est pas la bonne partie. Parce que j'ai vécu, on va dire, de mon enfance jusqu'à mon âge adulte, j'ai vécu dans un immeuble où il y avait que ça. C'est-à-dire des gosses. C'est-à-dire des gosses qui grandissent jusqu'à 10 ans, qui déménagent, donc d'autres gosses qui arrivent, ils viennent de naître. Donc, tu vois, en fait, c'est toujours la même roue qui tourne, c'était le même serpent qui roulait la queue. Et tu étais en mode, tous les jours tu entends des cris, tous les jours tu entends des pleurs, tous les jours tu vois des parents en train de crier. Jusqu'à maintenant, ça t'affecte? Ah, moi je vis plus là-bas en fait. Ah non, mais je veux dire, quand tu entends quelqu'un qui moi c'est définitif. Ah non, moi c'est mort, c'est une évidence. Je ne ferai pas de gosse, je voudrais pas avoir de gosse. Parce que tu sais, j'ai un truc, les gens ils disent que je suis égoïste, mais pas du tout. Moi, mon argent, je sais ce que je vais en faire. Ça veut dire, les gens disent oui, mais plus tard, comment on appelle ça, genre, tu vas transmettre tes valeurs ou ton argent, tes bienfaits. Ton héritage. Voilà, ton héritage. Moi, je suis en mode, mon héritage, je sais ce que je vais en faire. Je vais créer mes mosquées tranquillement. Je vais remettre mon argent dans des mosquées. Il y aura des gosses qui vont entrer à l'intérieur tranquille, les écoles qui vont à côté. Basta, j'ai pas besoin d'avoir des gosses. Le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Je sais pas si l'enfant va être terrible. Je sais pas si l'enfant va faire des bails chelous. Je sais pas si l'enfant va être pédophile. Donc, je risque pas le coup en fait. Je préfère pas risquer le coup parce que la vie réserve des choses et moi je suis en mode. En fait, Mais est-ce que tu crois au mariage? Non, pas vraiment. Non. Et pourtant, tu m'as dit que tu t'es converti. Oui. Non, après là, c'est différent. C'est le mariage. Oui. Pour la religion, oui, ça c'est clair et net. Par contre, quand tu me parles d'amour,
Là, je te dis non. Là, je t'arrête tout de suite. Je crois en l'amour, mais à une certaine période. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour n'est pas éternel. L'amour n'a jamais été éternel, en fait. C'est-à-dire, t'auras beau me dire, je suis amoureux d'une personne, mais comme dans tous les mariages. C'est toujours conditionnel. Non, pas. Ça veut dire, au début, oui, je te drague, on est super mignons ensemble, on va aller au resto, ça va durer 3 ans d'amour. Ouais, man. Le bébé, il va sortir, et finalement, Daddy n'a plus envie de voir mamie, Daddy va aller voir ailleurs, tu vois. En fait, c'est beaucoup de contextes comme ça, parce que, de toute façon, on peut pas aimer la même personne. Ça peut exister. C'est très rare, mais il faut qu'on se dise la vérité. Mais là, je n'ai pas à te comprendre. Vas-y, développe encore. Tu peux pas aimer la même personne pendant 15, 20, 25 ans. Tu sais, en fait, tu peux l'aimer, mais différemment. Est-ce que tu peux tomber amoureux de la même personne encore et encore? Les gens grandissent, évoluent, mais ça ne va pas dire que vous devez vous séparer. Par exemple, tu peux rencontrer la femme de ta vie à l'âge de 20 ans à l'université. Vous grandissez 30 ans. Vous avez tous les deux un boulot, vous travaillez et vous aimez en fait comment l'un évolue, comment tout le monde évolue, comment on est devenu beaucoup plus mature, on est devenu des chefs de famille. À l'âge de 40 ans aussi, les gens peuvent évoluer positivement et tomber amoureux de l'un à l'autre encore et encore. Je pense que je suis d'accord quand tu dis qu'on ne peut pas aimer la même personne pour l'éternité parce que les gens évoluent. Mais on peut tomber amoureux avec la même personne encore et encore dans plusieurs phases de nos vies. Un peu compliqué. Un peu compliqué. On va dire qu'on devient plus des confidents. C'est-à-dire, l'amour était là, on s'aimait à la folie, c'était, voilà, il y a le cœur qui battait. Quelle est ta définition de l'amour pour toi? L'amour? Oui. Moi, c'est Bonnie and Clyde. Moi, tu verras dans tous les couples que j'ai eus, c'était Bonnie and Clyde. C'est, je peux te réveiller un matin, te dire, fais ta valise, on bouge. Je te réveille tout de suite, on y va. Ça veut dire, il y a pas de principe. C'est, il faut que ça soit très aventurier. Quand on se regarde dans les yeux, on se comprend. Quand on se parle au resto, on se comprend. Tu penses pas que c'est trop d'exigence, c'est trop de temps? Pas du tout. Majoritairement, mes couples sont très bien passés. Est-ce que tu as été familier avec le travail de... c'est une psychologue, là, j'ai oublié son nom. Mais elle est très connue, elle est canadienne, elle a fait pas mal de recherches sur les couples, en fait. Et elle fait une comparaison entre le couple traditionnel et le couple moderne. Et que maintenant, bon, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'y passe, on veut toujours plus, en fait. Genre, on est marié, mais on regarde sur Instagram une belle femme et tu te dis, bon, je veux que ma femme ressemble à cette mannequin. Bah, tu vois, quand je te dis ça. Ou bien tu te dis, je veux que tu me rends heureux, je veux que tu cuisines pour moi, je veux que tu travailles, je veux que... En fait, ça devient beaucoup d'exigences, en fait. Ce n'est plus une relation, ce n'est plus une relation inconditionnelle, c'est plutôt conditionnel. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Est-ce que tu peux être là pour moi pour tous les jours, sur tous les aspects de ma vie? Et ça devient beaucoup, en fait. Personne ne peut te rendre heureux si tu n'es pas heureux toi-même. Est-ce que tu ne penses pas que tu mets beaucoup d'exigences sur tes partenaires, ou bien est-ce que le type d'amour que tu cherches là, tu penses que c'est possible de l'avoir? Oui, quand même. Moi, ça va, hein. Moi, après, je suis très sélectif. Ça veut dire, en gros. Moi aussi, je suis très piqué. En fait, c'est pas ça le problème. Ça veut dire, moi, je sais détecter les visages. Ça veut dire, les personnes avec qui je dois sortir, dès que je vois les visages. J'espère que mon père ne va pas regarder cet épisode. En vrai, je te dis la vérité, ça veut dire. Ça veut dire. De parler de femmes de mariage, là. Faut pas. Je vais pas envoyer cet épisode à mes parents, ça, c'est sûr. Moi, c'est sûr et certain. Dès que je regarde le visage, je sais qui est quoi et comment on peut vivre ensemble. Je sais catégoriser très vite. C'est les traits du visage, je sais comment ça fonctionne. Je connais ton histoire à partir de là, parce que comme je le dis souvent, les traits du visage parlent. Ça veut dire l'histoire de ta vie est marquée sur ton visage. Ça c'est évident. Tu sais lire entre les lignes, quoi. Oui, je sais. Bon, je sais pas si on appelle ça lire entre les lignes, mais je sais lire les visages. T'es intuitif, quoi. Voilà, c'est je sais. C'est pour ça que je dis que mes fréquentations, je les connais. Okay. Les personnes en qui j'aurais jamais confiance. Oh, mais ça, je le vois tout de suite, c'est toi, on va jamais discuter ensemble. Et bon, je pense que tout dépend des regards des gens. Moi, je sais à qui parler et qui ne pas parler. C'est le fait que tu as dit que tu sais que tu vas te retrouver seul. Oui, moi, je sais. Et c'est ça, en fait. Et pourtant, tu crois toujours en l'amour. Écoute, je crois en l'amour, ça c'est clair et net, mais je t'ai pas dit que je vais vivre avec... C'est quoi la finalité de la vie si tu veux te retrouver seul? Je t'ai dit, c'est pas moi qui décide.
Je t'ai dit, je sens que c'est ce qui va arriver. Mais j'espère que ça ne va pas arriver. Que ça n'arrive ou que ça n'arrive pas. Moi, je préfère me mettre dans les conditions. Mais je comprends pas, parce que là, tu m'as parlé de ton passé avec tes partenaires. Tu crois toujours en amour. Tu m'as dit quel type de femme tu aimerais sortir avec. Et là, tu te dis après, tu sais que tu vas te retrouver seul. Donc, c'est quoi la finalité? Bah, il n'y a pas de finalité. La finalité, c'est je vais me retrouver seul. Et tu veux te retrouver seul. C'est ça, ça veut dire que peu importe les relations que j'aurai, ça ne voudra rien dire en fait. C'est-à-dire qu'il y aura une période de ma vie, peut-être dès ma mort, tu vois, les dernières années qui vont rester, je serai tout seul dans mon coin. Wallah, j'ai du mal à moi, je ne peux pas t'expliquer ce qui va se passer parce que c'est majoritairement ce qui s'est passé dans mes relations de couple. Quand j'explique ça... Quel est l'élément commun que tu as trouvé dans toutes tes relations et qui revient encore et que tu refuses d'apprendre la leçon? Après aussi, parfois la vie nous essaye de nous apprendre des leçons, mais parfois on est tellement petit qu'on refuse d'apprendre. Est-ce que tu ne penses pas que la vie est en train de te donner des petites leçons que tu refuses de voir? D'après, quand tu analyses tes relations? Parce que je donne beaucoup trop d'amour, c'est surtout ça. Ah, mais l'amour... Quand je te parle de Bonnie and Clyde, je suis pas en train de rigoler. C'est l'amour jusqu'à. Bon, après, je souhaite c'est le gun, hein, on sort les pistolets, on fait pom-pom-pom. Et que vous allez avoir votre bonnet et Clyde et que vous n'allez pas vous retrouver seul, quoi. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, après la dépression, qu'est-ce qui s'est passé? Après la dépression, j'ai toujours continué mon petit bout de chemin. C'était forcément les réseaux sociaux. J'avais attaqué le marché sénégalais. Quand je dis ça, les gens ils sont en mode ouais, mais tu nous as manipulé. Bah non, en Pourquoi? fait, j'ai juste les gens ils croyaient que j'allais chercher des sous directement vers eux, que je voulais les utiliser, alors que pas du tout. J'ai juste voulu faire comprendre aux gens que je suis passé de la France au Sénégal parce que ici ça n'existe. Tu sais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé, on va dire TikTok n'était pas TikTok était Musical.ly. Musical.ly, dès que je suis rentré ici au Sénégal, on était peut-être 5 ou 6, j'en sais rien, on était même pas nombreux, on se connaissait même pas, on s'est jamais vu, et on se voyait jamais. On va dire qu'à cette période-là, moi je récupérais les vidéos que je faisais sur Musical.ly, je les transférais en story WhatsApp. Majoritairement, 90% des personnes se moquaient de moi. Ça veut dire des potes qui se moquaient de toi en mode tu es complètement con. En fait, c'était pas en mode positif, c'était ultra négatif. Hein. Non, c'était en mode mais toi tu es complètement con, tu vas jamais trouver du travail avec ce que tu es en train de faire. En plus, tu te déguises, t'es fou. Les gens ils vont commencer à dire que tu es ceci, tu es cela. Ça rentre pas dans les normes. En plus, t'es au Sénégal, donc forcément, si on envoie tes vidéos aux entreprises, ça va s'empirer. Toi qui es en train de déposer tes CV un peu partout, genre réfléchis sur ce que tu es en train de faire, tu vois. Et les gens ils se disaient nous jamais on va faire ce que toi tu fais, tu vois. Ça veut dire toi tu ne vas jamais évoluer, tu vas juste rester en bas et tu ne vas jamais avancer. Car 1 an et demi plus tard, je me suis tapé 600 000 abonnés au total. Ça veut dire en France j'avais 600 000 abonnés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Covid, vous savez, période Covid est arrivée, les Sénégalais sont arrivés, l'application a été promue dans tous les pays. Toutes les stars commençaient à faire la promotion de l'application. J'ai fait, ok, ça tombe bien, hein. Ça commence. Ouais. Bien, c'est à mon tour en fait. Ça veut dire que j'ai attendu que tout le monde soit là. En fait, c'était le meilleur moment en fait. Moi, j'ai attendu parce que moi, j'ai fait mes 600 000 abonnés. Je sais comment l'application fonctionne. Je connais l'algorithme. Je connais l'algorithme par cœur. Comment il faut discuter avec les gens. Comment il faut faire des lives. Comment il faut faire les vidéos. Comment il faut faire les couleurs. Hein, tout ça, je savais. J'ai débarqué. Je commençais à voir des Sénégalais à faire des vidéos qui marchaient. Moi, je regarde, j'analyse, je zappe, je fais. Allez, tu prends un son là. Je prends un son, je balance, j'ai fait ok. Ok, les Sénégalais sont chauds. On va commencer à faire une vidéo par mois pour voir ce que ça donne. Deuxième vidéo, deuxième mois. Ok, on enchaîne un tout petit peu. Prochaine vidéo, j'ai fait ça marche bien, gars, tu le fais tous les jours. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'est à partir de là
Et là, t'es à 1 million d'abonnés, comme ça, que ça marche. Oui, c'est monté, c'est monté comme une flèche, hein. Moi, je savais déjà que ça allait marcher parce que j'ai fait 3 analyses. Non, tes vidéos sont drôles. Ouais, en fait, c'est ça, en fait. J'ai fait les 3 analyses, les 3 vidéos qui me disaient, en fait, que tu faisais beaucoup plus de vues. J'ai analysé les commentaires, j'ai analysé toutes les personnes, j'ai analysé les influenceurs qui essaient de se mettre en place. Je savais exactement comment attaquer et quelle vidéo il fallait prendre, quelle musique il fallait prendre, les sons et tout ça, les audios. C'est du boulot, ça. Ah oui, ça c'était carrément mon métier, en fait. C'est-à-dire, dès le départ que j'ai commencé les vidéos, j'apprenais, en fait, à connaître l'application par cœur. Mais c'était pas en mode, j'allais faire des rémunérations. Au départ, c'était juste fun, rigoler avec les gens, etc. Donc, finalement, quand je suis arrivé au Sénégal, c'est cette partie, en fait. Tu vois, cette accumulation des entreprises qui se foutaient de ma gueule avec les amis que j'avais qui se foutaient de ma gueule aussi. Ce qui s'est passé, mon gars, j'étais en mode, c'est l'heure de faire la revanche, en fait, tu vois. C'est ce côté-là. Et c'est à partir de ce moment, en fait, quand la visibilité s'est accrue et que je me tapais autant d'abonnés tous les jours, parce que je pense que j'ai presque le meilleur public au Sénégal. Ça veut dire, le public que j'ai au Sénégal, c'est des personnes, c'est pas des personnes qui sont prêtes à tout, mais tu sais, en fait, que ces personnes seront derrière toi. Par rapport aux autres, tu sais que ces gens-là, ils ont quelque chose dans le cœur qu'ils n'auront pas chez les autres. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait, mon gars, faut que tu fasses aussi attention. C'est des personnes qui t'aiment d'une autre manière. C'est pas l'amour des autres créateurs de contenu, c'est un amour très différent parce que là, c'est un sentiment d'appartenance. Là, ils veulent te prendre de ton côté. Et tu parles des autres, c'est ça? En fait, non, là, je parle carrément de mon public. Ça veut dire, le public que j'ai, c'est vraiment des personnes. Ça veut dire, en fait, tu sais, mon public, c'est aussi le public des autres. Parce que j'accumule, c'est un public qui réunit majoritairement les autres parce que c'est pas récupéré, mais on va dire que ces personnes-là sont venues vers moi. Mais le sentiment est différent par rapport à ces autres. C'est pour ça que je fais super attention, que je suis vraiment, je fais profil bas. Je fais vraiment profil bas, je parle pas de ma vie privée, je fais attention à ce que je vais dire. Il y a des sujets que je ne veux pas parler avec eux. Vraiment leur donner ce qu'ils veulent. Ça veut dire, en gros, Speedy, c'est le mec qui fait des vidéos drôles. Les gens sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Ils reviennent le soir. Parce que moi, mon analyse marketing me dit que tu vas devoir déposer tes vidéos à partir de 19h, voire 20h. C'était la meilleure tranche pour les gens. Parce que moi, ma plus belle folie, c'est d'avoir les mamans de mon côté. C'est-à-dire, tu sais, tu peux me mettre tous les millions d'abonnés, tous les 2 millions, ça m'intéresse pas. Mais quand une mère, elle vient et te dit, même pas. Quand une mère de famille vient te dire, je suis fan de toi, j'adore tes vidéos, je montre mes vidéos à mes enfants et mes enfants me montrent tes vidéos à toi, tu as tout. Papa, grands-parents, ça là c'est pas mon problème. Enfant, c'est pas 15 ans, c'est pas mon problème. Quand c'est maman, c'est différent en fait. Parce que quand tu as le respect d'une mère, tu as tout. Parce que le sentiment d'une mère est différent de toutes les personnes qui puissent exister. Bon, c'est méchant ce que je dis. Mais bon, l'amour d'une mère est vraiment très différent. Et c'est la vérité. Quand je vois ça, voilà, tu vois. Quand je vois ça, je suis en mode, écoute, je pense que tu as tout eu. Donc, je pense pas. En fait, tu sais, même s'il y a 10% de personnes ou 5% de personnes qui n'ont pas, on va jamais t'aimer à 100%. Qui ne t'aiment pas, dis-toi en fait que c'est des mères de famille te respectent. Et grâce à toi, en fait, elles sourissent beaucoup plus. Tu vois, elles sourissent beaucoup plus, elles se sentent beaucoup mieux. En plus de ça, là, elles partagent ça avec leur mari, elles montrent ça à leurs enfants, donc elles ont hyper confiance en toi. Et cette confiance-là, en fait, qu'elles ont, c'est... En fait, elles ont compris en fait que tu ne vas pas les avoir, tu ne vas pas les arnaquer. Elles sont dans leur monde, elles sont dans leur univers. Elles viennent juste pour trouver du rire, du sourire. C'est tout. Et moi, j'ai eu ça et tout le reste. Je remercie tout le monde, hein, mais ma priorité à moi aujourd'hui, c'est les mères de famille. Ça a toujours été mon... Je sais pas, Est-ce que tu penses pas que c'est à cause de la dépression que tu te dis maintenant, c'est mon objectif, c'est ma raison d'être de donner du sourire aux autres? Est-ce que c'est ça? Bon, j'ai toujours été comme ça. On dit, majoritairement, on dit que les personnes les plus drôles sont les personnes les plus malheureuses. Et est-ce que c'est la vérité? Ouais, c'est la vérité. Alors, si on me dit aujourd'hui que je suis heureux, je dirais oui et non.
Oui et non, parce qu'on se retrouve toujours dans cette phase. Mais je peux pas comprendre comment tu peux être malheureux, mais se montrer heureux devant la caméra. Tu sais, il y a des gens. Comment tu fais le switch? Par exemple, tu sais, quand t'es toujours l'autre problématique de l'influence, c'est que quand tu obtiens des résultats, tu veux toujours plus. Ça veut dire un jour. D'or, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Ça veut dire en gros, tu avais fait 200 000 vues un jour, le lendemain tu te trouves avec 10 000 vues, le surlendemain tu fais 1 million de vues, ça explose d'un coup. Pendant une semaine, 3 semaines, tu vois que t'as chuté d'un coup, tu te poses des questions. Donc forcément, tu te retrouves dans un cercle infernal parce que tu t'énerves, parce que l'application soi-disant elle bug, alors que l'application ne bug pas du tout. T'es juste nul à chier. C'est juste ça qu'il faut dire. Et t'es dans un système de non-compréhension. Et toujours avoir plus, ça te met dans un état différent. Et c'est ça que je ne supporte pas aujourd'hui de certains créateurs de contenu. C'est des personnes, en fait, c'est bon, ils ont atteint le million de vues. C'est bon, quoi, ils ont tout eu. Ils veulent se la péter. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est quand tu veux avoir toujours plus et quand tu as de la notoriété, tu t'enfonces. C'est, moi, il y a un terme que je n'oublie pas, hein, c'est la vie de star est 3 points de suspension. Tu vois? Ça veut dire? La vie de star est une pute. C'est la vie de star est vraiment une pute. Alors, tu mettras un bip, mais c'est vraiment ça. Tu vas rentrer dans ce délire-là. Mais plus tu gagnes de l'argent, plus tu as de visibilité, plus tu deviens quelqu'un de différent, plus tu ne fréquentes pas les mêmes personnes, c'est sûr. Plus tu te sens important, plus tu commences à apprendre des choses, après tu vas sortir, tu vas te faire belle ou beau, tu portes des choses bizarres. En fait, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et j'ai toujours fait comprendre aux gens que moi, je vous regarde, hein. C'est-à-dire, moi, gars, je peux porter cette chaussure, je l'ai portée pendant 6 mois, 7 mois, je la porte tous les jours. Je nettoie juste, hein. C'est en gros... gars, mon argent, je vais pas l'utiliser pour vos futilités là, poster des photos Insta. J'en ai rien à cirer, vos photos Instagram, je sais. Frère, moi je vais juste à ma salle de sport, j'ai mon argent à la fin du mois, je paye mes trucs, je donne de l'argent à mes parents s'ils en ont besoin. Le reste, je vais peut-être déjeuner, dîner avec mes amis vite fait. Le reste, on va donner ça aux pauvres. La vie c'est fini. Quoi, ouais. Là, c'est tout. Le reste, ça m'importe peu. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être riches, mais qui ne sont pas du tout riches. Ah oui, c'est des lifestyle, quoi. C'est des faits, quoi. On dit que les gens qui ont... Mieux vaut être pauvre et anonyme que d'être riche et sérieux. Ah oui, mais clairement. Après, comme j'ai dit, ces personnes se retrouveront dans un problème parce que le jour où ils vont se retrouver avec un bad buzz, c'est là qu'ils auront tout perdu. Tu vois, c'est quand tu perds tout, tu comprends en fait que tu n'étais rien. Rien du tout. Et j'ai l'impression en fait que ces créateurs de contenu ne comprennent pas ça aujourd'hui. Ça veut dire que ne crois pas en fait que l'influence est éternelle. Parce que gars, je suis d'accord, et tu as 18 ans, tu es joli, tu es mignon, tu as les abdos. L'influence n'est pas éternelle. Ah non, toi tu sais pas, il y a des gens ici au Sénégal qui je te jure, il y en a qui ont cru. Mais il y a quand même des chanteurs qui partent et reviennent, qui viennent et partent. Mais toi tu connais pas les créateurs de contenu ici au Sénégal. En fait, je vais pas les appeler des créateurs. Là, on va parler d'influenceurs maintenant. C'est ça, vas-y. C'est-à-dire la différence entre un créateur de contenu et un influenceur. L'influenceur, moi, je le supporte pas. C'est ça la différence. Moi, j'aime pas le mot influenceur. Franchement, j'aime pas. Ouais, le mot influenceur, il est vraiment catégorisé. En fait, tout le monde influence. Dans la vie de tous les jours, tout le monde influence. Peu importe. On peut influencer négativement. Que ce soit négativement ou positivement, dis-toi que tu vois, par exemple, tu me dis, est-ce que tu veux un coca? Okay. Tu m'influences automatiquement, en fait. Même si tu n'as pas une renommée, tu es un influenceur. Dans la vie de tous les jours, on est tous des influenceurs, que ça soit nano, macro, micro, advisor. Il y a plusieurs profils. Il y en a environ 10, quoi. Maintenant, le système qu'il faut comprendre, c'est comment influencer dans la vie de tous les jours. Un influenceur de base, la vraie définition, un influenceur, c'est quelqu'un qui est un porte-parole. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ses vidéos, mais à côté de ces vidéos, il y a quelque chose en réalité. Ça veut dire, les vidéos, c'est à part, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui fait des vues, et patati patata. Mais c'est quoi le réel engagement? Ça veut dire, c'est quoi la valeur ajoutée de ton influence? Les malades, est-ce que tu en parles? La dépression, est-ce que tu en parles? La famille, est-ce que tu en parles? Les problèmes dans ton pays, est-ce que tu en parles? C'est quoi le message derrière? Il doit y avoir un message derrière. Tu communiques sur quoi, avec en fait, une cible spécifique. Ok. Et quand tu ne parles pas de tout ça, c'est que tu n'as rien à faire. Et en même temps, l'influenceur, s'il va récupérer des marques, des produits qui n'ont rien à voir avec lui,
Ouais. Oh, le mec qui n'a jamais utilisé ça. Ouais. L'enfant va dire finalement la prothèse XY est parfaite sur moi. Elle n'a jamais utilisé la prothèse. Ah oui, implantation mammaire. Vous allez voir une meilleure poitrine. Et tu vas voir des gens qui vont aller utiliser ça alors que la personne est là en mode ah bah écoute j'ai récupéré mon code promo. Bah je me suis tapé des millions de francs CFA. J'ai jamais utilisé le produit. Et tu vois le lendemain des personnes. C'est pas du tout honnête. C'est pas du tout honnête. Ah mais ça tu en vois tous les jours, hein, des trucs de. Et c'est pour ça que je dis que il y a beaucoup de choses déjà au Sénégal, il y a beaucoup de choses à faire ici au niveau de l'influence, c'est-à-dire les lois, les articles, les lois qu'il faut appliquer ici. Ça c'est partout. En même temps, c'est nouveau. Il faut reconnaître que c'est un domaine qui est nouveau. Et c'est pas du tout régulé. Ouais, au Sénégal. Même en Europe. En Europe, ça commence. Ça a très bien commencé. En Europe, ça commence très très bien. En fait, en Europe, en France, ils se sont pris un peu en retard. Ils ont démarré les activités. Il y a des lois qui existent pour les influenceurs, mais il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ça en fait que moi j'ai dit au Sénégal, la première chose à faire, sachant que c'est quelque chose de nouveau, il faut commencer en fait dès maintenant. Il faut pas attendre dans 5-6 ans là. Ouais, faut commencer à réguler maintenant. Ouais. C'est tout de suite, ça veut dire le truc il a commencé, le gouvernement doit déjà en parler. C'est-à-dire ils doivent recruter des professionnels dans le milieu de l'influence, écrire des articles et les lois. Tout ce qui est promotion, publicité, produits, la façon dont il faut parler, tout ça. En fait, moi, peu importe la loi, je me range dans le côté du positif. Quoi. Tant que c'est de l'influence positive, moi, je suis d'accord. Mais ce que je suis pas d'accord avec, c'est l'influence négative. C'est quand on te paye pour mentir ou bien quand tu es prêt à tout faire pour vendre ton image de marque, collecter des millions derrière et puis tu n'as rien à foutre de la santé des consommateurs ou bien de l'image ou bien même de la qualité du produit en question. En fait, j'aime bien les gens honnêtes et authentiques. Et je connais des personnes qui sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui inspirent des milliers de personnes tous les jours. Vous allez dans les universités, dans les écoles, vous avez des professeurs qui sont là en train de faire le même boulot pendant 20 ans. Mais ils ont influencé combien de personnes? Positivement. Tu vois un peu? En fait, je pense que les réseaux sociaux, oui, c'est un moyen de communication, de vulgarisation, de sensibilisation, mais je pense que ça doit être utilisé dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. C'est surtout ça, c'est surtout récupérer une partie de sa personnalité pour en faire une force. C'est surtout ça, c'est-à-dire... Je pense que aussi les gens savent lire entre les lignes. Par exemple, si tu crées une chaîne YouTube et que tu dis des conneries ou bien t'es pas honnête, t'es pas authentique, je pense que les auditeurs vont sentir ça. Oh oui, mais ils sont cons, ils vont t'attaquer directement sur Twitter. Ils vont le sentir. C'est directement on t'attaque sur Twitter. On peut pas cacher qui nous sommes, en fait. Ouais. Surtout quand tu fais une émission bien une fois par semaine, après les gens savent lire entre les lignes, quoi. Mais, ok, la dépression. TikTok, t'as plus d'1 million d'abonnés. Là, tu t'aurais connu. J'ai pas plus d'1 million d'abonnés. Peut-être qu'à combien? Écoute, si on comptabilise. De toute cette expérience, les réseaux sociaux, l'influence, la célébrité. Sincèrement, non, c'est pas, pour moi, ça n'a pas été une vie. Ça m'a plus plongé dans le mal qu'autre chose. Les gens, ils peuvent vivre de ça, il n'y a pas de problème, ils sont tranquilles dans leur vie. Mais moi, ça m'a mis dans un état en mode, c'est chiant, il faut toujours se renouveler, il faut toujours faire des vidéos pour les gens, il faut toujours les faire rire. Les gens, ils s'en foutent de toi, ils ont pas besoin de toi. C'est de la manipulation, tu fréquentes des personnes qui ne servent pas à grand chose dans ta vie, tu vois, c'est des choses, en fait, c'est des accumulations, t'es là en mode, en fait, la vie, c'est pas ça, c'est pas se montrer seulement sur les réseaux, c'est cool, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as prouvé ce que t'avais à prouver, mais est-ce que tu comptes, toujours te déguiser, toujours vouloir faire rire les gens, parce que toi-même, tu sais que tu as des problèmes, est-ce que c'est la solution? Est-ce que tu vas pas te ranger dans un autre coin? Tu sais, tu grandis, tu prends l'âge et tu es en mode, t'es trop vieux, flemme quoi. Tu vas pas te trémousser dans tous les sens, à vouloir faire rire tout le monde. Ça à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Moi, j'ai toujours dit, il y a un moment où il faut savoir dire stop et laisser les gens faire le reste. C'est comme un artiste en fait. Un artiste, quand il sait qu'il a accompli sa mission, qu'il a fini sa mission, il choisit deux routes. C'est soit il continue à suivre la route de la popularité, la gloire, les gens commencent à s'ennuyer, ils se fâchent chier, là, ils commencent à en avoir marre de ta tête.
Soit tu te décides, de te ranger dans un coin et tu te dis, les gars, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai envie de refaire ma vie. Non. C'est fini. Ouais. C'est ça. Merci de m'avoir donné autant d'amour. Ouais. Mais je préfère, en fait, garder le nom que vous m'avez donné. C'est-à-dire, je ne veux pas devenir quelqu'un de négatif plus tard, tu vois, c'est comme un gâteau que tu manges le même chocolat pendant 1 an, tu vas mourir, c'est plus possible, le goût il change, à un moment tu as envie de vomir. Donc à un moment donné tu te ranges, tu dis ton temps il est fait. Moi quand j'avais fait une story en disant le jour où je vais vous dire mon prénom, mon nom, mon âge, où je suis né, toutes les informations que vous avez toujours posées, toutes les questions que vous avez posées, le jour où je vais vous le dire, c'est le jour où j'aurai fini. Et là, je suis presque dans cette phase-là. C'est-à-dire que là, ils sont au courant que j'ai fait un break. Ouais, j'ai vu. Voilà, j'ai fait un break. Et quand je leur ai dit que cette période va arriver, genre, j'ai reçu beaucoup de messages en mode « Merci pour tout ce que tu as fait ». Genre, c'était pas négatif, c'était en mode genre, ce que tu as fait, personne ne le fera. Tu as dit ce qu'il fallait dire, tu as fait ce qu'il fallait faire, on a vu ce qu'il fallait voir. Tu as fait ton temps, tu nous as dit que tu as fait ton temps. Merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté. On ne t'oubliera pas. En fait, c'est la même chose. Tu vois, c'est cette image de quelqu'un qui laisse le dernier morceau, qui disparaît. Il aura toujours un côté positif. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais parce qu'il a marqué en fait les esprits. Maintenant, quelqu'un qui veut toujours enchaîner, toujours fatiguer les gens là, voilà, c'est ce contexte. Il faut savoir partir au bon moment. Voilà, tu pars au bon moment, tu laisses une belle image. Les gars, quand ils auront 50 ans, 60, 70 ans, moi je me rappelle quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans, il y avait un gars là sur les réseaux, c'était un gars fou. Il s'appelait Speedy, on n'oublie pas le nom en fait. Par contre, quand tu deviens relou, on t'oublie vite. L'image n'y est plus. Là, tu comptes arrêter, c'est ça? Je suis dans 2 phases. C'est soit je vais dans un concept que j'ai toujours kiffé moi personnellement, qui est le tourisme. Soit je me range tranquillement dans mon petit coin, ne plus faire de vidéos de comédie parce que ce n'est plus ce que je souhaite. Et dans tes vidéos, pourquoi les déguisements? Qu'est-ce que tu cherches à passer avec tes déguisements? Non, il y a vraiment il y a aucun message que j'ai voulu mettre en place parce que ma spécialité de base c'était la parodie. Qui est un peu l'opposé. Ça fait partie de la comédie, mais c'est une branche de la comédie, c'est plus la parodie. Après, c'est un truc beaucoup plus burlesque, parce que moi, ma comédie est plus Peggy 18, si je peux le dire ainsi. C'est plus adulte. C'est pas des messages qui sont transmis, mais c'est un message qui est mis en dessous. Ça veut dire que tu ne verras pas. Ça veut dire que tu ne pourras pas traduire ça si tu n'as pas vu la vidéo plusieurs fois. Ça veut dire qu'en gros, je fais attention entre le public adulte et le public mineur. Ça veut dire que le public mineur ne comprendra pas en fait le message que je veux divulguer. Tu vois? Mais le public adulte, parce que c'est fait pour eux, comprendra automatiquement ce que je veux faire comprendre. Tu vois? C'est des messages, voilà, un peu bizarres. Mais tu sais, quand tu grandis, quand tu as un peu plus de 18 ans, majoritairement, la comédie que tu kiffes le plus, c'est la comédie qui est un peu plus salace. Tu vois, c'est la comédie un peu plus adulte. Ça fait rire. Parce que quand on se retrouve entre amis, c'est majoritairement ces conversations-là qu'on a. Majoritairement. Donc, quand tu transmets ça en comédie, là, je sais que oui, les gens vont dire, ouais, mais lui, il est complètement fou. Comment il peut faire des choses comme ça? Non, on n'est pas comme ça. Mais eux, c'est les premières personnes à se cacher dans un coin, ouvrir le téléphone et regarder la vidéo, rigoler, ne pas commenter et partir, tu vois. Ok. C'est bien. J'ai juste quelques questions avant qu'on finalise, avant qu'on termine. Maintenant, quelle est la prochaine phase pour Speedy? Dans 5 ans, dans 10 ans, tu comptes te retrouver où? Moi, dans 5 ans, dans 10 ans, moi, c'était plus un développement de projet personnel. Déjà, il y a un projet qui va prendre 2 jours dans pas longtemps. Mais l'un de mes plus gros projets actuellement ne peut être réalisé que par Google ou par la Silicon Valley. Donc, actuellement... Tu comptes te déplacer, tu comptes te déménager vers Silicon Valley. C'est possible, non? C'est bon, c'est un peu compliqué. Parce que c'est un truc qui peut régler le problème de tous les influenceurs en Afrique. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un, même pas quelqu'un en fait, une entreprise qui a 100% confiance en moi, je peux développer ce projet avec des grosses têtes ici au Sénégal. Et c'est un truc
bah, c'est quelque chose qui peut faire énormément d'argent, mais qui peut régler aussi beaucoup de problématiques. C'est surtout ça, c'est régler toutes les problématiques des influenceurs. Après, moi, je suis vraiment marketing, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est juste réaliser les plus gros projets. En fait, être l'ombre. J'ai toujours voulu être ça. C'est-à-dire, faire croire que c'est quelqu'un qui a monté le projet, mais en fait c'est comme un artiste, c'est comme Sia par exemple, tu vois. Sia a composé, personne ne voit son visage. Non, pas ça, moi je te parle pas de ça, moi je te parle de l'artiste en question. Ça veut dire elle a écrit les plus beaux titres pour les autres, les Rihanna, les patati, les patata qu'on sort là, mais c'est elle qui écrivait ça, personne ne savait que c'était elle là. Quand elle est venue, elle a débarqué, elle a commencé à chanter là, et qu'elle a dit que finalement c'est elle qui a écrit les titres là. Même ces vidéos, tu la vois jamais dans ces vidéos. C'est ça. Et moi, c'est plus ce côté-là que je recherche. J'ai toujours été mystérieux, mais j'ai toujours préféré ça. C'est l'une de mes meilleures méthodes de communication marketing que j'ai voulu adopter. Ça te permet d'avoir... En fait, les gens, ils ont un peu plus confiance en toi et ils savent beaucoup plus s'exprimer parce qu'en fait, t'es quelqu'un qui préfère garder tout en toi, tu vois. Et bon, en gros, en résumé, c'est ça. C'est réalisation de projet. Me mettre en dessous, donner le projet à quelqu'un, je lui dis tiens, c'est toi qui m'as dit de te créer ça, je t'ai créé ça, tu finances le projet, tu montes ça et puis moi je pars. Tu vois, c'est un peu plus ça. Bon, t'as vécu une vie extraordinaire, ça, je te la concède. C'est vrai que t'as connu des hauts et des bas, mais si tu dois résumer toute ta vie en 3 principes que tu vas léguer aux jeunes qui nous écoutent, quels 3 principes choisirais-tu? Prenez votre revanche, c'est tout. C'est juste ça. Prenez votre revanche. Prenez votre revanche. Croyez-moi, il y a pas plus belle. Je te jure, quand t'as ce sentiment-là, que quand tu prends ta revanche, est-ce que t'es en paix, toi? Moi, oui, moi je suis en paix. Moi, c'est pour ça que je te dis. En paix avec cet esprit revanchard. Non. En fait, tu sais, j'ai voulu faire, moi, ma mission principale, en fait, c'est-à-dire de mes 18 ans jusqu'à mes 28 ans, donc ça fait 10 ans, j'ai voulu me faire entendre par rapport à tout ce qui était entreprise. Okay. Et depuis mon entrée sur TikTok, j'ai voulu prendre ma revanche en fait ainsi. Ça veut dire, vous n'avez pas cru en moi. Je vais vous prouver en fait que je suis capable à moi tout seul d'exploser sur les réseaux et vous faire comprendre que mon marketing aurait pu vous intéresser en fait. C'est-à-dire que moi j'ai juste fabriqué un personnage. En fait, tu utilises en fait cette revanche comme une force. Exactement. Ça veut dire aujourd'hui j'ai tous mes chiffres. Pour gérer tes projets, pour avancer, pour exploser la barre. J'ai tous mes chiffres, j'ai tout. Ça veut dire en gros, une entreprise me contacte qui m'a refusé les ports. Quand elle me dit tu coûtes combien, je lui envoie mes prix. Elle est en mode what the fuck quoi. Je lui dis fallait pas refuser. Tu vois. Je vois. Moi je suis content dans le sens où ces personnes-là qui m'ont fermé les portes sont revenues à moi. J'ai essayé de leur ouvrir leurs portes à ma manière. Je leur ai donné mes prix, parce qu'il fallait bien donner mes prix. Elles ont pas voulu. Je leur ai dit de partir parce que moi, j'allais pas diminuer mes prix, parce que je connais mes calculs. Donc, en fait, j'ai ce sentiment en mode, finalement, tu n'es pas rien. Ouais, tu es quelqu'un, en fait. Tout seul, tu es arrivé tout seul. Tu as voulu avoir les réponses à tes questions parce qu'on disait que tu étais nul. Ouais. Finalement, tu n'es pas nul. Tu sers à quelque chose dans cette vie. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence c'est-à-dire? Là, tu m'étonnes vraiment. Donc, du genre, imagine, tu as vécu ta vie, tu as réalisé tous tes projets. Comment aimerais-tu que les gens se souviennent de toi? Écoute, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire pour dire aux gens... Pour lancer je sais pas, je pourrais pas te dire aujourd'hui genre j'ai un message à donner à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours dit aux gens de vivre leur vie à leur manière. C'est pas plutôt un message, c'est comment tu aimerais être. Comment j'aimerais être. Tu aimerais que les gens parlent de toi. Par exemple, il y a des actes, il y a des paroles. Je pense qu'après j'espère que tu vas vivre pendant 200 ans. Ah non, moi je compte. La vie a une je fin. me suis dit 40 ans, 45 ans maximum. Donc, un jour viendra, tu vas devoir partir. Après, j'espère qu'avec tout ce que tu fais, tu aimerais qu'on dise des belles choses sur toi. Quel est le message derrière? Le seul souvenir, le seul souvenir que je veux qu'on garde en moi, si je deviens une grande parole plus tard, on sait jamais, c'est de parler de la vraie vie. C'est comprendre la vraie vie, comment ça se passe. C'est ce côté-là, en fait, ça veut dire les gens qui gardent le silence, ça veut dire tout ce qui est dépression, les problèmes de la société, ce qui se passe dans le monde, comment les gens réfléchissent.
En fait, c'est ce côté que je veux transmettre. Ça veut dire mes derniers messages de la vie. En fait, le vrai message de la vie, c'est ce qui se passe réellement dans cette vie-là. Dans la vraie vie. Quand je vais te les transmettre, c'est ça que tu garderas en fait, pour que tu te sentes beaucoup mieux plus tard. Ça veut dire, la vie, ne croit pas qu'elle est, oui, il y a des fleurs, il y a des tulipes, il y a des abeilles qui sont en train de s'envoler un peu. Non, c'est pas ça. Je vais te transmettre le vrai message, mais il y a un combat qui est à mener plus tard. C'est quoi le combat final? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, et que je fais écouter aux gens souvent la musique de Jams. Parce que moi, si je devais donner mon dernier message, c'est simple. Allez écouter tous les albums de Tantine Jams. Elle vous parle de tout là-bas. Allez voir son documentaire aussi. Et puis c'est fini, la vie est finie. Vous allez comprendre la vie. Parce que je crois que c'est la seule plume. C'est la seule plume qu'il faut regarder et qu'il faut préciser. Parce que tout ce qu'elle a dit, c'est ce qui s'est réalisé en fait dans 10 ans après, 8 ans après, 5 ans après. Était en mode, écoute, laisse passer quoi. Je t'apprécie. Merci de t'avoir ouvert. Il m'aime pas du tout. Merci de t'avoir ouvert à nous. En tout cas, j'ai même pas pris mon café, on l'a laissé ici refroidir. Je sais que la vie n'est pas facile et qu'on connaît tous nos moments, mais si jamais tu as besoin de quelqu'un pour parler, je suis là pour toi. Ah, c'est chou. Je te dis, hein, je suis déjà psy de base. Non, je sens qu'en fait, derrière le bon cœur, derrière le personnage, je sens un petit peu de tristesse, tu vois. Peut-être j'ai tort, mais je sais. Ah, parce que ça c'est un autre sujet, ça. Tu vois, même quand on parlait sur WhatsApp, tu me disais toujours que les gens les gens qui font des vidéos d'os sont les plus malheureux, quoi. Et je me dis, ouais, peut-être tu dois traverser une période difficile, mais peu importe, si jamais tu as besoin de quelqu'un vraiment pour parler, je suis là. Bah, écoute, je connais déjà mes solutions, mais je peux pas les faire pour le moment. C'est ça, je te souhaite le meilleur au monde. Je t'apprécie, je te respecte. Tu as su à partir de rien créer un empire digital et je pense que les gens vont se souvenir de toi. Moi, j'ai regardé tes vidéos et ça m'a fait rire. Je n'entre pas dans les jugements, les déguisements. L'essentiel, c'est la finalité, quoi. C'est ça. Moi, je juge la finalité, le message derrière. Il faut juger les gens dans leur intention. C'est ça ce qui est le plus important. Un dernier mot pour les gens qui nous écoutent. Bah, gros bisous, hein. Écoutez, je peux pas vous dire grand chose, ça m'a fait des bisous. Comment les gens pour entrer en contact avec toi, les gens qui ouais, je suis très Instagram. Par contre, si c'est pour me draguer, c'est pas la peine parce que je refuse automatiquement, en fait. Je sais reconnaître les salut, comment tu vas, tu vois. Les salut, comment tu vas, ça dégage à la poubelle automatiquement, je suis désolé de vous le dire ainsi. Faut pas prendre le dernier message. Ah, mais non, je suis Faut pas prendre le dernier message. C'est bon. Le menteur, ok. Ouais. Bon. Merci les gars. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Mais stay speedy. Thank you, man. Merci beaucoup, bisous.